Écoutez, je ne le fais pas souvent, mais avant d'entamer cet épisode de Dia Café, là, je voulais vous parler d'un événement qui me tient à cœur et auquel l'équipe d'IA Café souhaitait s'associer. Il s'agit de la conférence AI Helps Ukraine, donc AI Helps Ukraine, donc en soutien à celles et ceux qui traversent des temps difficiles en Ukraine. Et l'inscription à AI Helps Ukraine est gratuite, mais on encourage les dons volontaires et tous les fonds récoltés seront versés directement à Ukraine Medical Support. C'est une OBNL qui s'occupera de procurer, en fait, d'envoyer l'aide humanitaire en Ukraine. Il y a plusieurs conférenciers, conférencières prestigieuses qui seront là lors de ces événements. Ce sont des noms là, maintenant que vous connaissez très bien. Yoshua Bengio sera là. Timnit Gebru sera là aussi. Qui d'autre? Michael Bronstein sera là aussi. Donc, de belles conférences. D'ailleurs, les conférences en ligne sont déjà entamées depuis le 26 octobre, mais se poursuivront jusqu'au 6 décembre. En plus, il y a un événement, là, écoutez, en personne, en vrai, avec du vrai monde. Ce sera le 8 décembre au Mila à Montréal, ou à Mila plutôt, à Montréal. Donc, venez nous voir, encouragez, faites un don, s'il vous plaît. L'objectif est de 100 000 dollars. On a besoin de vous. Et pour tous les détails, allez sur aihelpsukraine.cc, donc AI, Helps, Ukraine.cc. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à votre enquête sur la recherche en intelligence artificielle, la recherche sur les enjeux éthiques et sociaux en intelligence artificielle. Dans cet épisode d'IA Café, donc, nous allons recevoir, en fait, vous vous apprêtez à prendre un café avec Céline Castet-Renard. Bonjour Céline. Bonjour Jean-François, plaisir d'être ici. Ouais, bienvenue à notre enquête sur l'intelligence artificielle. Merci d'avoir accepté notre invitation, Céline. Avec plaisir. Donc, Céline est professeure titulaire à la faculté de droit, donc droit civil, l'Université d'Ottawa. Elle attend là, toujours la rentrée. Comme moi, à ce moment-là, ça va se passer dans une semaine. On commence à être un peu nerveux. Elle est titulaire de la chaire de recherche de l'université sur l'intelligence artificielle responsable à l'échelle mondiale. Et avant de joindre à l'université d'Ottawa, elle a été maître de conférences puis professeure à l'université Toulouse-Capitole, membre junior de l'institution universitaire de France. Ses plus récents ouvrages, notons l'ouvrage intitulé Droit du marché unique numérique et intelligence artificielle. Donc, ça annonce un peu les thèmes d'aujourd'hui, les problèmes éthiques, sociaux, juridiques en intelligence artificielle, le contrôle les outils plutôt de contrôle sur cette technologie. On va parler du cadre normatif, on va parler des règles, les lois. Bon, moi, ça me passionne, je suis sûr que ça vous passionne aussi. Le cadre normatif, le cadre comparé même entre les États-Unis, entre autres l'Europe, Canada. On va essayer bon, on fera pas le tour, on va essayer de faire un bout de chemin là-dessus. Céline, est-ce que j'ai oublié quelque chose là, pour te décrire? Je crois que c'est bien déjà, hein. Merci, hein. Donc, commençons peut-être sur un retour sur ton parcours professionnel. Là, rendons ça un peu plus humain, je dirais. Pourquoi en droit, Céline? Pourquoi faire des études en droit? Comment on grandit? Puis on se dit, moi, je veux faire des études en droit, faire du droit, devenir avocate peut-être. Comment ça se passe, ça arrive dans ta vie, là? Ben, ça arrive en se posant beaucoup de questions parce que c'est très difficile d'être sûr de soi dans le domaine parce qu'on n'étudie pas forcément très tôt le droit, contrairement aux mathématiques, au français, à C'est l'anglais, vrai. etc. Donc, on ne sait jamais trop si ça va être pour nous, si ça va nous plaire, etc. Hmm. Et en plus, personne autour de moi, dans ma famille, dans mes amis, ne faisait du droit. Donc, ça, c'était un peu Ah, une image
un peu d'Épinal de ce que pouvait être le droit. Je pense que ce qui m'a attirée, c'est la justice sociale qu'on peut espérer tirer du droit, même si malheureusement c'est pas toujours le cas. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Donc c'est ce qui m'a attirée. Et puis je pense que j'aime bien. Alors évidemment, justice sociale, on peut se dire qu'on peut partir en sciences sociales et faire d'autres Ben choses oui, dans le domaine. Je pense que j'ai un côté un petit peu j'aime bien les choses qui soient un peu carrées, donc c'est vrai que le droit là-dessus, on a des règles. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais au moins on a une matière sur laquelle c'est discuter vrai. ou se projeter quand il manque des choses. Donc je crois que ça me rassurait quelque part d'avoir quand même cette matière un peu plus tangible que l'étude des phénomènes sociaux, ce qui réclame beaucoup de courage et d'enquête de terrain. Voilà, donc je pense que c'était un bon équilibre pour moi. Puis l'intelligence artificielle, ça arrive comment dans ce parcours professionnel-là? À partir de quand là, tu commences à t'intéresser à ça? J'ai commencé à m'y intéresser en 2016-17 à peu près, au moment où je commençais à rencontrer des mathématiciens, des informaticiens qui travaillaient sur ces enjeux-là, évidemment d'un point de vue technique. Et ils m'ont approché parce que je suis spécialiste du numérique et des données personnelles depuis plus de 20 ans. Donc c'est assez logique quand on fait de Hmm, l'IA de se préoccuper des données et donc de venir taper finalement à ma porte. Mais évidemment, il fallait aussi aller au-delà de la question des données, puisque l'IA, c'est pas simplement des données, on le sait, ce sont des systèmes. mhm. Et donc, il a fallu que je m'adapte à la compréhension de la technologie en passant des données au système d'IA. Après, de façon générale, dans mon parcours, évidemment, ça fait 20-25 ans que je m'intéresse à ça, donc ça a changé, les choses changent et les technologies vont vite. Donc, j'ai commencé en m'intéressant au droit de l'informatique, qui est devenu ensuite le droit du numérique. Et donc, le droit de l'IA, c'est quand même assez naturel, quoi. C'est tout ça est dans le prolongement. C'est Et vrai. on se rend compte d'ailleurs que quand on a le recul du droit du numérique de façon générale, ça aide beaucoup à la compréhension Ben des enjeux oui. d'IA. Voilà. Ben oui, puis il y a des enjeux qui reviennent. Donc, la technologie évolue, mais quand ça se situe dans le prolongement, les enjeux, c'est la même chose avec les enjeux éthiques. Là. J'imagine que les enjeux de droit là, se répètent. On s'éloigne un peu, mais en même temps, pas tant que ça. Mm. Donc, soyons peut-être concrets maintenant. Céline, écoute, tu enseignes, entre autres, sur ces thèmes. Peut-être nommer quels exemples d'applications, parce qu'il y a, là, c'est assez vague, là. C'est-à-dire que lorsqu'on en parle, on voit qu'il y en a qui ont une définition là, très extensive, je dirais. L'intelligence artificielle, à quoi ça ressemble et c'est quoi les exemples que tu as en tête là, d'applications qui, pour toi, l'incarnent bien, peut-être, l'intelligence artificielle? Ah, c'est une excellente question et j'ai pas réussi à avoir moins de trois exemples, j'en ai plutôt plus. Mais justement, je vais essayer Oui, je de t'avais demandé trois exemples, là, c'est vrai. Donc, je vais essayer d'en donner plusieurs justement pour voir un petit peu les différences qu'on peut y voir. Mais au préalable, j'aimerais dire qu'effectivement, il y a une pluralité d'applications, tout comme il y a une pluralité de méthodes. Et on parle souvent d'ailleurs des IA parce que c'est Mhm. des méthodes qui viennent des mathématiques, des statistiques, de l'informatique, et avec des objectifs différents. C'est pas la même chose de faire du traitement de texte ou de faire de la vision par ordinateur ou de faire de la robotique. Ben Donc, oui. c'est vrai qu'on ne peut pas avoir une IA. C'est facile de dire l'IA parce que voilà, c'est le Mhm. chapeau général. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de quoi s'y perdre. Et il est vrai aussi que c'est un petit peu ce que tu sous-entends dans ta question, qu'on a tendance à parler d'IA, même quand il n'y a pas vraiment d'IA Ben pour oui. parler au sens technique. Alors au début, je trouvais que c'était pas très rigoureux et qu'il fallait faire attention, qu'il fallait pas tout mélanger en prenant un peu une porte d'entrée technique, on va dire. Maintenant, je prends plutôt une porte d'entrée plus sociale. Et finalement, quand on a des systèmes de prise de décision automatisés, par exemple, qui font pas forcément appel à de l'IA, qui sont pas vraiment des choses très complexes, parfois ça va être des systèmes experts, des choses qui existent depuis très longtemps. Je me dis que ça vaut quand même le coup de les mettre dans cette grande catégorie Mhm. IA, même si ça n'a aucune rigueur scientifique du point de vue de la technologie. Parce que du point de vue social, bah, il peut y avoir un fort impact et on doit se préoccuper de ces systèmes automatisés
parce que ça peut être, ça peut créer beaucoup de dommages pour les individus. Donc, du point de vue du droit et du social, finalement, c'est ça qui va nous intéresser plus que de savoir si c'est vraiment Si c'est un vraiment système lié. intelligent qui auto-apprend, qui soit supervisé, non supervisé, etc. Finalement, c'est pas tellement notre problème, si je puis dire ça Oui, comme c'est intéressant comme approche. Au lieu de dire qu'est-ce que l'IA, on ça. part de la prémisse que l'IA, c'est ce que les gens appellent l'IA, là. Donc, on va partir d'eux autres, là. Ils ont un discours, ils disent que c'est de l'IA. Partons de la prémisse que c'est acceptable, que c'est de l'IA. Avec une chose que j'anticipe qui va être assez drôle, à mon avis, parce que jusqu'à présent, ça fait très chic de dire qu'on fait de l'IA. Mhm. Il y a beaucoup de financement sur l'IA, donc il faut dire qu'on fait de l'IA. Financement privé, financement public, les entreprises, les chercheurs, tout le monde est dans la course à l'IA. Oui. Mais quand on va avoir des règles de droit et qu'on va avoir des responsabilités et qu'on va devoir désigner des gens, là, je pense que tout le monde Ils va vont retirer leur bille, là, en disant, ah, et c'est pas voilà, vraiment de dire, non, non, l'IA, là. c'est pas vraiment de l'IA ce qu'on fait, voilà. Donc ça, c'est pour la petite blague, mais je crois que c'est ce qui va se passer. Mais pour revenir quand même à des exemples, soyons un petit peu concrets, Oui, oui. une grande catégorie qu'on peut essayer de faire peut-être, c'est de se dire les systèmes d'IA appliqués à du matériel, à des outils comme par exemple les véhicules autonomes, les robots sociaux, ce genre de OK. choses. Et puis, donc ça, on les voit, ceux-là. Puis en général, c'est ceux dont a peur le grand public parce que c'est tangible. Et Hmm. puis, ce qui est beaucoup plus immatériel et intangible, ce sont les systèmes eux-mêmes. Alors, pour faire court et simple, on va dire les logiciels ou les systèmes automatisés de prise de décision dont je parlais tout à l'heure, ou de recommandations, de prédictions qui peuvent effectivement aider à anticiper des risques. Là, on peut penser au système de prise de décision de l'administration, par exemple, dans le domaine fiscal, dans le domaine de l'immigration. Peut penser aussi au système de santé qui aide au diagnostic ou à la prise de décision des médecins. On peut aussi penser aux systèmes qui prennent des décisions pour modérer des contenus en ligne. Donc là, tous les réseaux Ben sociaux oui. utilisent des systèmes automatisés et des systèmes humains. On peut aussi penser aux outils de reconnaissance faciale, qui sont aussi des outils qu'on ne voit pas, mais qui associent des images Mhm. prises en caméra de surveillance, par exemple, avec des bases de données déjà existantes dans la police, par exemple, ou même pour des utilisations privées, hein, des utilisateurs privés. Hmm. Tout ça, on peut considérer que ce sont des exemples d'IA plus ou moins visibles. Et j'ai presque envie de dire que moins c'est visible, plus ça peut être pernicieux finalement, parce que Hmm. la conscience, la compréhension, l'opacité qui peut entourer ces systèmes est plus importante que s'il y a un petit robot qui débarque et qui commence à vouloir converser Ouais. avec nous. Le petit Euh, robot, le Terminator, celui-là, on l'a bien en tête, mais l'algorithme qui nous pousse l'information, qui trie, qui puise l'information, celui-là, il est plus difficile à saisir, disons, pour le commun des mortels, les enjeux moraux qui peuvent être liés à ça, là. Absolument, c'est ça. Et je pense que c'est intéressant justement de parler de tout. C'est pour ça que même si c'est pas forcément l'IA, c'est important d'en parler. Tout à fait. Donc, parlons d'éthique, justement. On est rendu là, les enjeux sociaux, de droit. Hein, le droit, de la façon que je le comprends, de façon que je l'enseigne un peu, du moins, c'est ma compréhension. Le droit, bon, ça émerge souvent dans un contexte où on a un peu bon, il y a des questions préoccupantes. C'est le cas là, en IA en ce moment, là. Donc, ça prend un sujet un peu controversé qui crée un peu de chaos, qui exige un peu d'ordre, un peu de balises plus claires, quelque chose de carré, comme comme tu disais un peu plus tôt, là. Puis, habituellement, il y a des craintes qui sont liées à ça. Puis, la population se retourne un peu vers le législateur, puis dit, ben, ça prend des sécurités, ça prend quelque chose qui nous protège, ça prend des règles, des lois. Parlons justement des craintes, justement, associées à l'IA. Ça fait un bout que tu te promènes dans ces applications-là. Tu en as donné plusieurs excellents exemples. C'est quoi les craintes habituellement qui sont... ben, commençons peut-être par les bénéfices. Soyons positifs. Pourquoi on fait ça, ces applications-là? C'est quoi les principaux bénéfices, les conséquences positives qui sont habituellement associées à ces applications-là?
Je dirais tout d'abord que dans les relations entre l'humain et la technologie, il y a toujours eu un peu l'idée libératrice de libérer l'homme des tâches les plus difficiles. Mhm. La robotique industrielle, c'était tout à fait ce qu'on avait en tête. Les logiciels aussi, enfin toute l'informatique était là pour aider l'humain dans des tâches un peu fastidieuses, voire des tâches que l'humain n'est pas capable de réaliser lui-même, hein. Des Mhm. grands calculs, ça fait bien évidemment bien longtemps que C'est vrai. l'ordinateur dépasse l'homme. Donc c'est l'efficacité, la rapidité, la libération de l'homme. Ça, je dirais que c'est une première série de d'avantages. Une deuxième série, c'est un petit peu l'idée du big data et de l'inférence des informations, le fait de mettre en lien des informations qu'on n'avait pas pensé reliées. Peut permettre d'inférer des nouvelles connaissances, effectivement, alors pour le meilleur et pour le pire, hein, mais on va On rester y positif reviendra au pour pire, là. l'instant. Voilà, c'est ça, on va rester positif pour l'instant. On peut déduire des connaissances Ben oui. formidables, par exemple, dans la résolution d'enquêtes criminelles. Parfois, il y a des informations un peu anecdotiques qu'on n'avait jamais considérées et que la machine va prendre en compte parce qu'elle va prendre toutes les Mhm. informations. Et on peut trouver des patterns, par exemple, dans la criminalité. Donc ça, on peut apprendre des choses finalement Ben oui. avec ces systèmes. Et puis aussi, on peut penser, c'est déjà un argument qui mêle les effets positifs et négatifs. OK. On peut se dire aussi que finalement, cette systématisation de l'information est aussi un miroir de la société parce que on prend des informations qui existent déjà, des informations passées, ce qui peut être discutable pour enfin, pour prédire le futur. Mais en tout cas, c'est un miroir de ce que la De ce société qu'on est, hein. est des dernières années ou décennies, peu importe. Mais finalement, c'est une vision un petit peu avec du recul sur notre société. Et ça peut être un moyen de lutter contre les travers de cette société. Oui, Et je pense que j'aime l'image du miroir, là. Ça nous renvoie notre image dans le miroir. Puis effectivement, ça peut mieux nous permettre de savoir ce que nous sommes à partir de plusieurs données. Mais l'image, parfois, qu'on nous renvoie n'est pas toujours celle qu'on souhaite, là. Comme à chaque fois qu'on se exactement. regarde dans le miroir le matin, tu fais, ah, OK, c'est à ça que je ressemble. C'est exactement ça, et ça va permettre la transition effectivement vers les problèmes. Alors d'ailleurs, enfin, c'est à la fois ce qui est reproché, ce qui est reproché à l'IA et la façon dont on s'en défend parfois en disant mais l'IA ne fait que refléter notre société, donc c'est pas de la faute de l'IA. Mhm. Ce qui est vrai et faux. C'est pas de la faute de l'IA si la société est raciste, par exemple, et que les données permettent de De le le démontrer. prouver, de le montrer. Donc, c'est sûr. Mais attention, les systèmes d'IA peuvent aussi renforcer les biais, Mhm. voire en créer aussi, parce que finalement, l'IA n'est pas toute seule, hein, elle est toujours d'un être humain. Et les êtres humains ne sont pas objectifs, on le sait, on a tous des biais cognitifs Mhm. à minima. Évidemment, les systèmes d'IA peuvent créer eux-mêmes des nouveaux biais. Donc, peut-être ce premier risque que je voudrais souligner, les risques de biais de discrimination. Ben oui. Bien sûr, évidemment, les risques d'atteinte à la vie privée, puisque je parlais d'inférer des informations, inférer des données, des nouvelles connaissances scientifiques, c'est super, mais des nouvelles connaissances sur les individus, peut-être que c'est moins super. Effectivement, de l'intrusion dans nos vies bien plus profonde que ce qu'on n'a jamais pu faire. Ce qui m'amène effectivement au troisième point, qui est la question de la surveillance, de l'oppression, voire de l'atteinte à la dignité pour certaines communautés vulnérables et des communautés qui sont opprimées. C'est effectivement un formidable outil de surveillance des individus. On pourra peut-être y revenir. Ben oui, on va y revenir justement. Écoute, tu me suis bien dans dans mon plan de route que j'avais préparé aujourd'hui. Donc, tu parlais parmi les craintes à la vie privée. Donc, on puise dans notre information. Parfois, on porte atteinte à notre vie privée. Donc, j'aimerais approfondir peut-être ces notions, parce que c'est des notions qui sont bien recouvertes, bien couvertes plutôt dans le droit. On en a parlé abondamment, puis ça n'a pas commencé avec l'intelligence artificielle, on en parlait bien avant. Commençons peut-être avec la notion de vie privée, parce que celle-là, elle est bien cernée dans le cadre normatif. En droit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on définit par la vie privée? Comment on met des balises autour de ça? Qu'est-ce qui est la vie privée, puis qu'est-ce qui n'est plus?
la vie privée? Question Est-ce facile. Non, en fait, c'est une question super difficile. C'est une question super difficile, surtout qu'elle est, à mon avis, elle est reliée un petit peu à la culture de chaque État. Et en fait, on a une appréhension différente aux États-Unis, au Canada et en Europe. Je vais commencer par les États-Unis parce que je pense qu'il y a une approche canadienne qui est un peu influencée par ça. Et je parlais de l'Europe après. Donc, aux États-Unis, la vie privée n'est pas protégée par la Constitution et on trouve simplement dans le quatrième amendement de la Constitution la protection du domicile contre l'intrusion policière. Et à partir de ce quatrième amendement, la jurisprudence de la Cour suprême a déduit la vie privée dans les années 70. OK. Mais ça fragilise un petit peu la protection de la vie privée et la remise en cause de la décision Roe v. Wade. C'est pas simplement l'avortement, mais c'est aussi une certaine protection de l'intimité et de la Ah vie oui. privée qui est menacée. Donc, on voit que ne pas mettre mot pour mot la protection de la vie privée dans la Constitution, bah, ça pose Donc, problème. l'origine de la vie privée aux États-Unis, c'est cette notion-là de home qui, après ça, on va Ouais. dans les sens un peu plus symboliques, là. Absolument. Et du coup, l'appréciation plus doctrinale, plus théorique qu'on a fait de la vie privée, elle a plusieurs dimensions. Au sens strict, effectivement, c'est l'idée du domicile, d'intimité, c'est la sphère intime, mais on a aussi la sphère informationnelle et on a aussi la sphère rattachée au corps humain qui va être davantage les données biométriques, etc. Et on trouve ces approches aussi, ces définitions-là aussi dans la jurisprudence de la Cour suprême canadienne OK. sur le fondement de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Donc on a ces idées de sphère, d'intimité qu'on étend plus ou moins, mais qui partent à l'origine, on va dire textuellement, hein, d'un point de vue exégétique, ça part du domicile. La maison. Voilà. En Europe, on distingue en fait la protection de la vie privée et la protection des données personnelles, qui sont tous les deux reconnus comme des droits fondamentaux. En particulier, dans la Charte de l'Union européenne des droits fondamentaux, on a deux articles différents. Un article 7 sur la vie privée et un article 8 sur les droits fondamentaux. Pardon, sur la protection des données personnelles, comme tous les deux comme étant des droits fondamentaux. Et ça, c'est une bataille qui est menée en ce moment au Canada par certains juristes pour faire reconnaître au Canada la protection des données personnelles comme un droit fondamental, comme un droit humain. Ce qui effectivement est assez important parce que par la protection des données personnelles, on protège la liberté d'expression, la liberté de manifester. Bien sûr, on protège l'intimité, la vie privée, mais pas seulement. On protège aussi d'autres droits humains. Donc, c'est pour ça que ce serait important de bien les distinguer et de les mettre à un haut niveau de protection de la hiérarchie. Et du fait de cette différence en Europe, on insiste moins sur ces différentes sphères de vie privée et cette idée d'aller chercher la protection de la sphère informationnelle qui permet d'aller chercher les données personnelles, en fait, parce que c'est reconnu comme tel en droit de l'Union européenne. Intéressant, déjà, cette comparaison. Puis, comment l'intelligence artificielle menace ces différents régimes de droit ou comment l'intelligence artificielle peut menacer notre vie privée? Ben, à mon avis, elle la menace à plusieurs égards. D'abord parce que les systèmes d'IA ont besoin de données. Donc, on va collecter toutes sortes de données, des données à caractère personnel, hein, des renseignements personnels, mais aussi des données qui paraissent banales et qui peuvent devenir des données personnelles au moyen de croisements. Ça, on l'a bien vu quand on a commencé par étudier le big data en disant bah, finalement deux informations qui paraissent neutres, anecdotiques, ben, permettent en fait d'individualiser des personnes et donc Hmm. de devenir des données personnelles. Ça, c'est un premier élément. On peut inférer beaucoup d'informations intimes que la personne peut même ignorer elle-même, donc ça va quand même très loin. Donc ça, c'est peut-être le deuxième niveau d'atteinte. Et puis le troisième niveau que je vois avec l'IA, c'est que l'IA s'immisce partout. On parlait de la modération des contenus, on C'est a vrai. parlé de l'administration, et donc on ne le choisit pas, on va le subir. Et Hmm. cette IA rentre dans notre domicile
à l'heure même, et ça fait le pont avec ce que je viens de Mhm. dire, et la vie privée, où c'était un peu, même la police peut pas rentrer sans mandat chez nous, bah là, l'IA rentre sans problème. Donc Oui. les acteurs privés, aujourd'hui, en savent bien plus que n'importe qui d'autre, au travers des assistants personnels, au Mhm. travers des robots sociaux demain. Et là, il y a un gros enjeu de faire attention au type de données qui seraient collectées, où est-ce qu'elles seraient stockées, est-ce qu'elles seraient partagées ou pas, pour quelle finalité. Ça me paraît particulièrement Mhm. inquiétant. Et puis, bien sûr, aussi, dans le niveau de granularité de connaissance de l'individu, si on pense aux données de santé et aux applications de santé, alors là, on rentre vraiment dans l'intimité du corps humain Ben oui, à une échelle complètement nouvelle, hein. On c'est en est vrai. qu'au début de savoir tout ce qu'on va pouvoir découvrir sur le corps humain au travers des outils d'IA. Hmm. Une notion qui est souvent liée, je dirais, à la notion de vie privée, notamment parce qu'on parle d'information, parce que cette information-là, il faut la protéger, mais en même temps, c'est aussi possible de la donner, de consentir à la partager. En fait, il y a plusieurs fois là, qu'on se fait demander ça dans une journée. Dès qu'on ouvre une page, dès qu'on ouvre une application, acceptez-vous. Donc, la notion de consentement, elle est là, on consent de plusieurs façons. C'est pas la première fois qu'on consent en droit. Ben justement, c'est quoi comment le droit définit-il cette notion de consentement? Une autre question facile, Céline. Décidément. Le consentement, l'idée dans le consentement, c'est d'abord de donner une information aux individus. Donc, on consent pas, on n'est pas censé consentir dans le vide, à pas trop savoir à quoi on consent. Donc, on est censé avoir un consentement éclairé, un consentement libre qui ne soit pas sous la contrainte, un consentement qui peut être, enfin, qui en principe, pour être de bonne qualité, doit être explicite et pas implicite. Le silence ne vaut pas, ne Un doit pas consentement. valoir Hmm. consentement. Et puis, un autre enjeu aussi qui est assez récent dans le domaine du numérique, c'est que ce consentement doit être aussi à part, et non seulement explicite, mais aussi être vraiment déduit à l'utilisation des données personnelles et pas être associé, par exemple, à un contrat pour dire, bah, je consens à utiliser un réseau social ou je consens à acheter une paire de baskets et automatiquement, en passant ce contrat, ben, je consens à ce que toutes mes données personnelles soient utilisées sans Mhm. même qu'on me pointe du doigt le fait qu'on va les utiliser, sans même qu'on m'explique pourquoi, avec qui, etc. Donc, ça doit être un consentement vraiment dédié à la question des données personnelles et détaché de toute autre considération. Ça, c'est la pure théorie. Sur les réseaux sociaux ou dans le monde numérique, on voit qu'il y a quand même, on a quand même du mal à protéger ces, ces, ces exigences, à respecter ces exigences. En particulier, je voudrais souligner des situations dans lesquelles finalement ce consentement, il est un petit peu contourné, galvaudé ou Tu as des exemples de situations? voilà, par exemple, souvent on nous dit, même si on nous dit c'est le consentement pour les données personnelles, même si c'est vraiment clairement pour ça, on va un petit peu conditionner l'accès au service Ben au oui. consentement. Donc, si on ne consent pas, ben, la page On n'a s'arrête pas le là et puis service, ben oui. voilà, on n'a pas le service. Donc, on a très envie d'avoir le service, donc on va consentir. C'est pas vraiment un consentement libre, on est d'accord. Ça, c'est le premier point, enfin, première situation qui est très fréquente. Vraiment. Aussi, ça arrive tout le temps, on va dire. Oui. La compréhension aussi de ça à quoi on consent. Est-ce qu'on consent à donner, est-ce que les données qu'on a données soi-même, son nom, son prénom, son âge, par exemple, est-ce que ce soit simplement les données qu'on a données volontairement qui soient utilisées, ou est-ce que c'est aussi toutes les données qui vont pouvoir être inférées de notre comportement en ligne, quand on a bougé la souris à gauche, à droite, quand on a mis des produits dans le panier que finalement on y a renoncé. Donc il y a plein d'informations qui sont évidemment collectées, toutes les traces numériques qu'on laisse. Est-ce que c'est tout ça qui va être réutilisé? C'est pas très clair. C'est Et vrai. puis ensuite, on sait qu'il y a toute une chaîne derrière. Comment les données vont être utilisées, par qui? On n'a évidemment pas de traçabilité de ça. On sait seulement qu'il existe des courtiers de données, les data brokers. On ne sait pas trop qui c'est, ce qu'ils font, ce qu'ils achètent, Combien pourquoi, ça vaut? voilà, combien ça vaut. Et quand on demande combien ça vaut, on nous dit non, mais toi, de toute façon, tes données, c'est pas important.
Ça vaut rien. Ce qui vaut, c'est que c'est toi, c'est tes données avec celles de tout le monde et que tu sois dans une catégorie, que tu sois profilé, c'est le profilage qui importe. Donc, c'est pas toi toute seule, c'est tout un traitement, c'est tout notre travail qui compte. Et puis surtout, le fait que tu sois agrégé avec d'autres personnes, c'est ça qui vaut. Toi, Hmm. toute seule, ça vaut rien, donc c'est même pas la peine que tu demandes de l'argent pour ça. Donc, il n'y a même pas un retour sur investissement pour avoir éventuellement un retour Ah, économique pour avoir les individus. ça pourrait être payant au nombre de fois où on consent dans une journée. S'il fallait qu'ils nous donnent ne serait-ce qu'une scène à la fin de l'année, ça pourrait paraître. Et si je peux me permettre, je voudrais soulever un autre enjeu par rapport au consentement qui est un Vas-y. petit peu opposé. Il y a un autre débat en ce moment qui est, c'est trop embêtant, ces histoires de consentement. Dans le domaine de la santé, par exemple, ça c'est l'exemple parfait. Ça va pas du tout parce qu'on perd beaucoup d'informations. Si on mettait ensemble toutes ces données de santé, on apprendrait beaucoup de choses. Ben oui. En lien avec l'inférence de connaissances que j'évoquais tout à l'heure, ça, on perd ces bénéfices de l'IA et du big data. Donc, ça va pas, ces contraintes de consentement. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de partage des données de santé. Il y a un projet de loi au Québec qui porte sur la question, qui pour l'instant est mis sur la glace avec les élections, mais qui va certainement reprendre de l'actualité après. Parce que on a bien vu pendant la pandémie, en effet, qu'il y avait un avantage à partager de l'information. Ça permet d'aller plus vite sur la connaissance, etc. Et donc, on essaie de voir comment dépasser ça. Alors, on parle de méta-consentement, on parle de mettre en trust ou en fiducie ces données. On parle de personnes de confiance à qui on pourrait donner ces données. Donc voilà, alors, toutes ces questions de consentement dans ce contexte-là, dans des contextes assez spécifiques, prend une toute autre envergure parce qu'on va aller chercher de l'information un peu pour le bien commun finalement. Puis Et là, dans ce nécessairement, s'y cas, c'est pas opposer, ce serait. l'individu tout seul qui doit décider, mais c'est plutôt le collectif qui. Oui, c'est ça. Puis, Voilà. donc, puis à ce moment-là, toute forme d'opposition, de règles, ça nuit au bien. Ben, c'est comme ça que ce sera perçu, là. Ça nuit au bien commun parce que vous voyez bien que plus on multiplie l'information, plus de gens vont consentir, plus on est capable de cumuler de l'information, plus on cumule de l'information, plus on contribue au bien commun, à la santé, là. C'est comme ça que l'argument est formulé, Céline. Oui, absolument. Et du coup, la protection des données personnelles qui est focalisée sur les individus, sur leur consentement, leur volonté, paraît à certains égards un peu désuète, une approche un peu désuète, individualiste, liée aux droits fondamentaux que j'évoquais tout à l'heure, qui traditionnellement étaient plutôt des droits individuels, même si on fait des efforts sur des droits collectifs, comme le droit de grève, par exemple. Typiquement, la protection des données ou l'approche plus collective sur les données est en train d'être réfléchie, construite aujourd'hui pour dépasser un petit peu les limites d'une protection individualiste. Il y a le droit de retrait aussi du consentement, là. Je n'avais pas prévu de l'aborder, mais ça me frappe en t'écoutant, là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a consenti, moi je pense au consentement qu'on donnait en recherche, par exemple, pour participer à un protocole de recherche, mais éventuellement, si ça tourne mal, si j'aime pas, si je veux autrement, ou si j'ai une autre vision, ou si j'aime plus là où le projet s'en va, ou si j'ai des effets secondaires, ben je veux retirer mon consentement là, en matière de données informatiques. J'imagine que ça doit commencer à être pensé, proposé. Là. Comment une fois que j'ai consenti puis que mon information est partie dans le cloud, là, est-ce que c'est possible de retirer mes billes, de retirer mon consentement une fois que j'ai consenti? J'imagine que ça fait partie des défis, ça. Oui, oui, le droit au retrait existe. Alors en Europe, il existe depuis longtemps, hein. Il existe en France depuis 1978 et à l'échelle de l'Union européenne depuis 95, la directive de 95, avant même le règlement général de protection des données, le RGPD. Au Québec, il était dans le droit québécois, il était sous-entendu, mais pas tout à fait explicite. Mais depuis la réforme de l'année dernière, la loi 64, il est clairement prévu. Et c'est aussi dans les discussions au niveau fédéral on parle, alors enfin, là où il faut être un petit peu méfiant par rapport à ce sujet-là, c'est que parfois on parle de droit à l'oubli pour essayer de parler du droit de retrait. Mais parfois le droit à l'oubli, c'est aussi le droit au déréférencement en ligne. Donc c'est un Ah, petit peu tous ces sujets où on peut vouloir des effacements ou des retraits avec du vocabulaire un petit peu différent, parfois un petit peu confus. Mais en tout cas, ça exprime bien l'idée de revenir sur son consentement, voire même sur l'utilisation de données pour lesquelles on n'a jamais donné de consentement, en fait. oui, c'est vrai. Donc, intéressant à explorer. Écoute, Céline, j'ai une experte
du droit du RGPD, tu l'as mentionné à plusieurs reprises. Donc, le régime, c'est quoi? C'est le régime de protection. C'est le Règlement général de protection des données personnelles. Donc, Bon, voilà. Puis au Canada, c'est le PIPEDA en anglais. En français, c'est quoi? C'est la LPR-PDE. la quoi? La LPRD? La PDE, la loi sur la protection des renseignements personnels et les les documents documents électroniques. électroniques. Bon, je préfère la PIPEDA, là. Ou le PIPEDA, là, mais je pense que c'est ça on va garder. Donc, pour concevoir, peut-être, soyons plus concrets. Je me mets à la place de ceux et celles qui conçoivent ces outils en IA. Le but, ben, c'est de respecter notamment le cadre normatif opérant. Donc, si je souhaite développer de l'IA, puis je souhaite respecter le RGPD, donc je suis en Europe, je conçois des outils en IA. Si je veux respecter les lois, comment je m'y prends pour respecter le RGPD là, en matière de consentement libre et éclairé, ou de respect de la vie privée, c'est quoi les principales balises que je dois respecter si je veux respecter le RGPD, là? Alors, je dois respecter effectivement on dit plutôt le RGPD, Ah, le RGPD. peu importe. On doit effectivement le respecter dès lors qu'on collecte des données à caractère personnel pour son système d'IA. Alors, c'est pas forcément le cas, hein. On peut avoir des systèmes d'IA, je sais pas, typiquement sur la météo. A priori, on n'a pas de données personnelles, encore que il faut toujours se méfier, mais on peut avoir aussi de l'IA. Sur des données concernant le mobilier urbain ou le fonctionnement d'une ville, dès lors qu'on collecte pas des plaques d'immatriculation ou des numéros Mhm. d'agents de la ville ou ce genre de choses, on peut imaginer de faire de l'IA sans données personnelles. Mais enfin, quand même, la plupart du temps, il y a des données personnelles, donc on va devoir respecter ce cadre-là. Je précise il doit être respecté en Europe, mais potentiellement aussi par les acteurs canadiens qui utiliseraient des données personnelles de personnes Européenne. domiciliées en Europe. Donc, il y a un effet dit extraterritorial Ah oui? de ce texte. Mais plus encore à l'avenir, alors pour l'instant, on n'a que des projets de textes adoptés par le Parlement européen. Mais la Commission européenne a proposé en avril 2021 un nouveau cadre qui s'appelle l'AI Act pour réglementer l'IA en particulier. OK. Et la porte d'entrée, enfin le positionnement de base de la Commission européenne est de dire que si des acteurs européens ou étrangers veulent mettre sur le marché des systèmes d'IA, sur le marché européen, ils vont devoir respecter ce texte. Donc là, même chose, hein, si des entreprises canadiennes proposent leurs services à des personnes situées en Europe, que ce soit des administrations ou d'autres entreprises, il va falloir respecter ce texte. Et ce texte prévoit une réglementation fondée sur les risques avec une gradation et des exigences du système sont considérées à haut risque dans des domaines qui sont limitativement énumérés, comme par exemple en matière de ressources humaines, en matière de police, en matière de justice. Et le texte va même jusqu'à interdire certains systèmes d'IA, comme les systèmes de notation sociale, par exemple. On Ah pense oui? beaucoup à la Chine, Ben oui. en On a disant un que... épisode de Black Ouais, Mirror en tête, là. absolument, moi aussi. Et donc, en effet, on interdit ce genre d'usage, on interdit aussi les utilisations de manipulation mentale de personnes vulnérables. Hmm. On interdit aussi la reconnaissance faciale à grande échelle dans les espaces publics par la police, avec quand même un certain nombre de grosses exceptions. Donc, je mettrai un bémol sur cette interdiction-là. Mais voilà, on commence à avoir une vision de ce que pourrait être la réglementation, d'autant plus que ce texte européen est un texte global. On parle de comprehensive law. Contrairement à ce que font souvent les Américains qui ont plutôt une démarche de législation de niche, ils sont plutôt sur du laisser-faire et de n'intervenir qu'aux endroits où il y a des Où problèmes. ça, ouais. Voilà, donc c'est la même chose en On matière de... attend qu'il y ait un problème. C'est libre jusqu'à temps qu'il y ait un problème. Quand il y a un problème,
on rentre dans ce problème puis on met des balises plus précises pour ce problème précis, c'est ça? Exactement, avec à chaque fois une réglementation de niche, et c'est la même chose en matière de protection des données personnelles. On a la même façon de faire la norme, en fait, hein, alors que l'Union européenne aime prendre les choses de manière globale, en Puis c'est s'appuyant axé sur la notion de risque, le RGPD, c'est ça? Ça prend de la place? pas le RGPD, l'AI Act, le Ah, nouveau AI texte. Act. OK. Oui, absolument, sur la notion de risque et toute une gradation avec des obligations des fournisseurs de systèmes d'IA, donc qui veulent les fournir sur le marché européen, qui vont devoir respecter ces exigences avec un système de contrôle interne ou externe et un système de standardisation, de certification mis en œuvre pour labelliser en fait les systèmes d'IA. Donc, c'est à la fois alors les risques dont il s'agit quand même, il faut quand même le préciser, ce sont des risques par rapport à la sécurité, par rapport à la santé et par rapport aux droits fondamentaux, aux droits humains. Ce qui est quand même un petit peu délicat parce que si on est sur des processus comparables à ce qu'on fait pour la sécurité des produits avec des standards, des labels, etc., ça veut dire qu'on va avoir affaire à des organismes de standardisation, des organismes privés qui n'ont absolument pas l'habitude de se préoccuper de droits fondamentaux. Et là, il y a un risque important en termes de ce qui pourrait être effectivement considéré, de prendre en compte l'intérêt de la société, des consommateurs, alors que souvent les associations de consommateurs dans ces organismes, dans ces organisations, sont assez peu prises en compte. Donc là, Puis, il y a un enjeu important. puis au Canada, Céline, est-ce que le régime en place est plus restrictif en matière de protection de la vie privée, du consentement? Est-ce qu'il y a des nuances à faire? Ce serait quoi la différence avec le régime canadien? Il se distingue comment de ces deux autres systèmes? Alors, au Canada, bien, tu l'as mentionné, il y a la PIPEDA pour le niveau fédéral s'agissant du secteur privé. Donc, ça ne se préoccupe pas du secteur public. Donc, c'est pas aussi large et global et compréhensif que le RGPD. Et ça concerne pas les provinces hein, qui ont leur propre législation. Donc, évidemment, le fédéralisme a un impact par rapport à la façon de faire la loi si on compare avec l'Union européenne. Ben oui. Qui soit dit en passant, ceci dit, la Commission européenne va chercher une compétence qu'elle n'a pas toujours clairement en s'appuyant sur le marché unique numérique, qui est une compétence partagée, mais qui lui permet justement d'agir dans tout le domaine numérique, en fait. Ah oui. Donc, si je reviens au Canada, la PIPEDA, on envisage sa réforme parce qu'elle date de 2000 et évidemment, c'était avant les réseaux sociaux, etc. Donc, on doit faire Avant mieux. le gros buzz en intelligence artificielle aussi, non? Exactement, donc on doit faire mieux dans ce domaine-là. Et le projet de loi 27 comporte trois parties. Les deux premières parties visent à réformer la PIPEDA et à créer des tribunaux spécifiques pour la protection Ah oui, des données personnelles. spécialisé dans ce domaine-là. Absolument, pour entendre les litiges dans le domaine. Et une troisième partie qui a un petit peu surprise quand elle a été, quand le projet de loi est sorti en juin dernier. Une troisième partie sur l'IA où effectivement on commence aussi à se préoccuper d'encadrer l'IA. On parle aussi de haut impact. On ne parle pas de risque mais d'impact. Mais on ne définit pas trop ce que ce serait. Et je dois dire que ce texte ce projet de loi est très intéressant, mais renvoie beaucoup à la réglementation, donc à ce que déciderait le gouvernement. Donc il y a beaucoup d'incertitudes sur les définitions, sur des concepts clés. Donc c'est un peu difficile d'y voir clair et de savoir si ce serait efficace et si c'est satisfaisant. Et il y a un autre point aussi qui est un petit peu décevant, c'est que il y a tout un champ qui exclut le secteur public, hein, ça exclut les institutions fédérales, Ah, ça exclut la défense nationale, le service canadien du renseignement de ah, sécurité. Donc c'est un petit peu évidemment regrettable en termes de transparence, mais peut-être que ça annonce d'autres textes, hein, peut-être. soyons optimistes. Soyons optimistes, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces trois régimes? On peut faire plusieurs critiques, là, j'imagine. Tu en as plusieurs à faire des critiques envers ces différents régimes de droit. C'est imparfait, mais idéalement, j'imagine que c'est de nous protéger. Hein. Je pense que ce qu'il y a, si on gratte là, au fond, c'est nous protéger notre vie privée,
protéger notre information personnelle. Je me mets à la place de ceux qui conçoivent des IA en ce moment, là. Justement, protéger l'information personnelle, redonner le pouvoir aux individus, ça fait partie du discours, leur redonner le pouvoir là, sur les données, le pouvoir sur leur vie privée. Qu'est-ce qui manque, Céline? Donnons un peu d'espoir, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accroître ce pouvoir? Qu'est-ce qui reste à faire pour accroître ce pouvoir, pour mieux nous protéger en matière de consentement, vie privée, protection des données? Je pense que ce qui reste à faire de façon plus spécifique par rapport à l'IA, c'est peut-être de mettre davantage au cœur de la conversation les individus, le grand public, parce que on parle beaucoup, on a beaucoup de beaux termes éthiques que tu dois avoir entendu des milliers de fois. Ad nauseam, c'est ce que tu allais dire, là. Une IA éthique et responsable, une IA centrée sur l'humain, Hmm. etc. Une IA pour le bien de l'humanité, etc. Donc c'est très joli, on est tous d'accord avec ça. Mhm. Et Mais comment maintenant? exactement, il y a le comment. Et puis il y a le fait de dire oui, c'est centré sur l'humain, mais pas forcément, parce qu'il y a aussi l'environnement, il y a aussi il y a tout un écosystème à considérer. Et je travaille par exemple avec l'Afrique sur ces questions-là, et Oui, il y a d'autres façons de voir les choses. Donc c'est très occidental comme approche. ben Donc il oui. faut aussi Respecter voir l'humain, autrement. mais quels humains on parle, là? Est-ce qu'on parle de Exactement. l'occidental blanc homme ou est-ce qu'on parle de d'autres personnes aussi, là? Exactement. Donc, on a parlé des questions de discrimination. Donc, l'inclusion est évidemment importante. Pour moi, ça passe aussi énormément par écouter, expliquer, discuter de l'IA avec les gens, voir ce qu'ils en comprennent et voir ce qu'ils en disent aussi. Donc, les faire participer, faire participer en particulier le jeune public. Hmm. Parce que c'est évidemment l'IA de demain. Donc, c'est pas simplement mettre du coding, ça c'est très à la mode, de faire du code à l'école, c'est bien, mais aussi on va pas leur demander si c'est bien ou si c'est pas bien, s'ils en veulent ou s'ils en veulent pas. Et je pense que c'est important que chacun s'approprie l'IA dans son travail, mais en confiance et qu'il y ait une interaction humain-machine qui soit pensée avec les individus et pas à leur place. Parce que c'est toujours pareil, hein, le top-down, je pense que ça ne marchera pas du tout en la matière, ça risque d'entraîner un rejet. Et au travail, on sait que voilà, si on n'associe pas les salariés à ce qui leur arrive, ben, l'humain contourne, l'humain se braque Hmm. et il risque d'y avoir un rejet. Et ça, c'est valable pour toute la société en général. On sait qu'il y a les bénéfices de l'IA, mais si on veut vraiment en profiter, il faut que les gens comprennent, il faut leur expliquer et puis il faut leur donner des vrais choix et leur faire prendre des vraies décisions pour eux. Et c'est pas simplement une conversation d'experts. Aujourd'hui, l'IA est partout, c'est pas une conversation d'experts. Donc, nous, ça nous fait plaisir, on est content là, on passe un bon moment, mais vraiment, c'est pas ça l'enjeu. Il faut vraiment mettre les gens dans la conversation. Donc ça, c'est un enjeu très, très important à mon avis. Hmm. Et quand on parle d'inclusion, c'est pas juste d'aller chercher les communautés vulnérables et de dire, ah oui, il faut prendre leurs données et les mettre dans le système, et puis bon, c'est bon, il y aura plus de discrimination avec l'ensemble de la population, parce qu'on est tous concernés par l'IA aujourd'hui. C'est une belle conclusion, Céline, c'est vrai. Penser à tout le monde, partir du terrain, sortir un peu du débat entre académiques ou du dialogue entre académiques. Là, c'est bien le fun, là, mais le problème, il est ailleurs, il est concret, il faut s'y pencher. Écoute, Céline, il va falloir te réinviter, entre autres parce qu'il y a une refonte là, de Pipeda, là, la Pipeda, donc il va falloir en reparler. C'est un sujet qui est tellement important, la protection de la vie privée, ça revient tellement dans l'actualité IA. Donc, ben merci Céline, tellement généreux ta participation aujourd'hui. Merci d'être passé dans les studios d'IA Café. Ça me fait très plaisir et c'était un honneur de participer. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. Voilà, c'est tout. C'était Céline Castet-Renard, juriste. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café, votre hôte Jean-François Sénéchal. Allez, on se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.